Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la saison A de notre podcast On Trip Nature. Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète? Alors, rejoins-nous dans cette incroyable aventure vers un tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Simon, directeur du département d'entrepreneuriat et innovation à HEC Montréal. Ensemble, nous allons discuter de la méthodologie du design thinking et de comment on peut l'utiliser dans un contexte de tourisme régénératif pour véritablement s'adapter aux besoins des communautés locales et des écosystèmes. Alors, assurez-vous d'écouter tout au long de ce podcast pour avoir plus de détails. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Bonjour Daniela, Naomi. Écoutez, ça va très bien. Très heureux d'être avec On Trip Nature aujourd'hui. Moi, d'habitude, avant de commencer, nous allons t'introduire à notre audience. Donc Laurent Simon, tu es expert en gestion de l'innovation et de la créativité. Tu es aussi professeur titulaire et directeur du département de l'entrepreneuriat et de l'innovation à HEC, ainsi que co-directeur du pôle créativité et innovation à Mosaïque. Avec une vaste expérience auprès des entreprises créatives et innovantes, tu es reconnu pour tes partenariats avec des leaders tels que Ubisoft, Bell et Cirque du Soleil. Aujourd'hui, nous sommes ravis de discuter avec toi du rôle essentiel du design thinking dans l'industrie du tourisme et de ses applications créatives pour avoir un impact positif et responsable. Nous sommes rencontrés lors d'un cours ici à HEC, justement en design thinking. Je me souviens que tout le monde dans notre course parlait de design thinking, que c'était les meilleurs cours qu'ils ont vécu dans tous les processus. Merci pour être aujourd'hui avec nous parce que c'est grâce à ton cours, pendant que Naomi et moi trouvions un peu notre chemin pour travailler dans le tourisme, qu'on a rencontré le design thinking comme la méthode ou l'approche qu'on voulait utiliser pour notre entreprise. Donc d'ailleurs, pour une novice comme moi, je me demandais, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi consiste le design thinking et qu'est-ce que c'est réellement? Alors d'abord, merci à nouveau pour l'invitation. Merci pour les bons mots. Le design thinking, en quelques mots, quand on parle du design thinking, on dirait penser design en français, mais c'est tout simplement une approche de l'innovation qui a commencé à se déployer il y a environ 25 ans, au tournant du siècle, et qui prend le parti pris de se centrer sur les usagers et leurs besoins. Donc le design thinking, on peut le regarder comme une méthodologie, comme un ensemble d'outils, mais aussi comme un état d'esprit qui vise à toujours se reposer la question de qui je sers, qui j'aide, comment j'aide, est-ce que je suis pertinent en réponse aux besoins des usagers clients. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements. En effet, je comprends un petit peu mieux maintenant. Mais aussi, le design thinking, du coup, diffère en quelque sorte des approches qu'on pourrait avoir traditionnelles en développement touristique. Et je me demandais, du coup, quels seraient en fait les avantages qu'on aurait à utiliser le design thinking plutôt que ces approches traditionnelles? Alors les avantages, à mon sens, ils sont nombreux, mais pour mieux les comprendre, il faut peut-être se replacer sur ce qu'est cette démarche de design thinking. Donc comme on l'évoquait il y a un instant, ce parti pris de repartir d'un travail de compréhension profonde des besoins des clients usagers, quelles sont leurs attentes, comment ils voient le monde. Alors on va travailler à mieux comprendre les segments de marché, nos différents clients, mais aussi on va essayer de se mettre le plus possible dans leurs souliers, dans leurs chaussures. Et puis on va se poser la question de comment on peut être utile à chacune des étapes aussi du service qu'on va leur proposer. Donc on a là une perspective centrée sur les usagers, qui essaie de réinscrire l'innovation dans une perspective d'expérience pas à pas dans ce qui est vécu par les clients usagers, puis aussi en général une approche qu'on va essayer de rendre le plus collective possible. C'est-à-dire on va essayer de mobiliser différents acteurs et puis de se poser la question de comment collectivement pourrions-nous mieux aider, mieux servir nos clients usagers. Depuis que tu reviens avec cette thème, je me demandais aussi, est-ce que tout le monde peut pratiquer le design thinking? Alors évidemment, comme toutes les méthodes, c'est une méthode qui s'apprend, mais oui, en effet, c'est une méthode très accessible. Si on revient au fondement historique du design thinking à la fin des années 90, on est dans une perspective où des consultants, des professeurs qui cherchaient à
démocratisé, je dirais, la démarche d'innovation, sont allés emprunter la boîte à outils des designers et puis ont restructuré cette méthode pour qu'elle soit compréhensible, accessible, en particulier avec une suite d'outils, évidemment qui doivent s'apprendre, mais qui sont faciles à manipuler et qui font du sens, qui font beaucoup de sens. En effet, ça fait beaucoup de sens même pour l'industrie touristique parce que en tourisme, surtout en hôtellerie, on dit qu'il faut toujours se mettre à la place du client et dans les souliers du client pour comprendre ses besoins et même les anticiper et assurer le meilleur service possible. Donc c'est vrai que là, on peut voir déjà quelques parallèles. Et je me demandais aussi un petit peu, on peut y avoir quand même des défis ou des obstacles à mettre en place du design thinking, surtout en tourisme. Et je me demandais comment est-ce qu'on pourrait peut-être les surmonter, ces obstacles. Alors les obstacles, comme bien souvent quand on parle de démarche d'innovation ou de remise en question, le premier obstacle, c'est la question du temps. Donc d'abord, la question de la bonne volonté, le vouloir est important. Est-ce qu'on veut vraiment se re-questionner? Est-ce qu'on veut vraiment mettre nos modèles à l'épreuve? C'est une première chose. Ça prend évidemment un soutien ou un engagement de la direction, mais surtout, ça va prendre du temps. Donc ces méthodes-là ne sont pas magiques. Elles supposent un investissement en temps et puis de reconnaître aussi que c'est ni magique ni immédiat. On présente souvent le design thinking comme un exercice de brainstorming sur une demi-journée ou un petit sprint sur quelques jours. Dans les faits, on se rend compte qu'il faut se re-questionner, utiliser les outils, reposer la question de notre compréhension du parcours d'usage. Et ça, veut pas, ça prend du temps. Si je me souviens bien de notre cours, que j'ai toujours noté que le design thinking ne s'arrête jamais. Alors c'est un bon point, oui, je te remercie. On a gardé des bonnes choses de ce cours, je le constate. Alors effectivement, là encore, il faut sortir du cliché où on regarderait le design thinking comme un exercice ponctuel et plutôt investir sur l'état d'esprit. L'état d'esprit dans l'arrière-plan du design thinking, c'est ce qu'évoquait aussi Naomi, c'est l'empathie, c'est le décentrement. Et donc c'est d'en faire un questionnement constant, se remettre systématiquement donc dans la position de l'usager, des différentes catégories d'usagers, personnaliser aussi notre compréhension, se méfier des catégories un peu trop larges, en disant voilà le jeune couple de 25 ans sans enfant ou la ménagère de plus de 55 ans. Ça, c'est des choses que nous apporte le marketing. En design thinking, on va vouloir personnaliser beaucoup plus, se mettre à l'échelle de l'individu et re-questionner son expérience comme elle s'inscrit aussi dans le temps. Pas uniquement à un moment ponctuel. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment, par exemple, où on va réserver un voyage? Qu'est-ce qui se passe au moment de l'accueil? Qu'est-ce qui se passe au moment où on offre une activité? Mais aussi, qu'est-ce qui se passe après? Et comment on peut continuer à cultiver cette relation? Si on place tout ce que tu viens de dire justement dans les rapports du tourisme régénératif, comment le design thinking permet d'identifier les besoins et les désirs des communautés locales et peut-être aussi des écosystèmes? C'est une très bonne question, puis qui va nous inviter à élargir un peu la perspective. Parce qu'on regarde beaucoup le design thinking à nouveau comme un sprint ponctuel, une activité. On s'est posé un problème, on pense avoir trouvé une solution, voilà, c'est réglé. Dans les faits, on va parler aujourd'hui de plus en plus de co-design. Par exemple, on va mobiliser différentes parties prenantes dans une démarche où on va poser la question des impacts du tourisme, on va poser la question des effets du tourisme sur les différentes parties prenantes locales et on va les mobiliser aussi pour qu'elles ne soient pas uniquement un élément du problème, mais qu'elles soient évidemment des acteurs de la solution. Donc on va travailler avec les parties prenantes locales sur la caractérisation des besoins, on va travailler avec les parties prenantes locales, par exemple en brainstorming, en idéation, mais on peut aller jusqu'à prototyper des solutions avec les parties prenantes et les valider ou les invalider avec les parties prenantes. Donc cette perspective qui est beaucoup plus celle qu'on appelle aujourd'hui du co-design, elle se nourrit de la démarche de design thinking, mais surtout elle vise à pousser encore plus loin son principe de démocratisation. Je trouve qu'il y a un lien direct justement avec le tourisme régénératif parce que dans le tourisme régénératif, les communautés, l'écosystème viennent de nouveau au centre de la conversation. C'est eux à qui on veut redonner le pouvoir de choisir les choses qui viennent pour eux. Donc, je trouve que il y a un lien direct entre le tourisme régénératif et le design thinking. Absolument. Je suis convaincu qu'en faisant ce travail à nouveau constant, en faisant un principe de base de mobilisation des différentes parties prenantes, de donner une voix à celles et ceux qui en ont peut-être un peu moins d'habitude, on se donne la chance d'avoir un impact beaucoup plus fort. Puis si je puis me permettre, on a évoqué design thinking, co-design, on pourrait aussi de plus en plus ouvrir la porte à des pratiques de design qui sont tournées un peu plus vers l'avenir, parler de design prospectif.
parler de design fiction, mais se poser aussi la question de l'impact du tourisme pour les générations futures. Donc comment un adolescent aujourd'hui qui est très sensibilisé aux questions de durabilité, d'environnement, d'impact, comment dans 15 ans, dans 20 ans, cette personne qui va être un adulte, client, usager, consommateur, va être aussi engagée et comment on peut s'assurer d'avoir une offre pertinente dans l'avenir aussi pour ce type d'acteurs. Tu as mentionné différents types de design fiction, design, désolé, je me rappelle plus trop, prospectif. Est-ce que tu pourrais revenir dessus et expliquer un petit peu c'est quoi la différence ou comment ça marche ? Le design fiction vise essentiellement à essayer de caractériser des avenirs possibles ou des avenirs souhaitables. Donc on va utiliser des pratiques de type quasiment littéraire, où on va produire des scénarios d'usage, puis on va se poser la question de comment on peut choisir ces scénarios, comment on peut identifier des scénarios souhaitables et surtout qu'est-ce qu'il va falloir faire entre cet avenir souhaitable et aujourd'hui. Donc on va caractériser des situations souhaitables et se poser la question de comment on peut transformer un service, un produit, une organisation pour qu'elle permette d'atteindre ces objectifs qui seraient satisfaisants pour les différentes parties prenantes concernées. Donc c'est presque un design thinking pour les futures générations. En fait, c'est super intéressant et c'est vraiment actuel. Ça peut vraiment nous aider à un peu, entre guillemets, voir l'avenir et s'y préparer au mieux, surtout avec tout ce qui se passe actuellement, avec tous les changements climatiques. Ça peut être une bonne solution, en effet. Bon point, si je peux compléter là-dessus, on voit ce qui se passe en ce moment, là, cet été, du point de vue des chaleurs dans le sud de l'Europe ou sur toute la planète. On est en train de vivre le mois le plus chaud historiquement de la planète. On peut se permettre, avec le design fiction, de réinterroger ce que serait du tourisme durable avec des températures rendues à 50 dans le sud de l'Europe, par exemple. Est-ce que c'est vivable? Si oui, sous quelles conditions? Est-ce qu'on organise des activités, par exemple, la nuit, là où habituellement on les faisait le jour, parce que le jour sera moins supportable? Donc c'est le type d'exploration qu'on va faire sur la base de scénarios. Mais ensuite, ces scénarios, on les réinjecte dans une réflexion collective avec les différentes parties prenantes, pour essayer d'imaginer comment on peut se préparer à ces nouveaux phénomènes. Je pense que ça tombe bien aussi dans l'actualité, parce qu'après la Covid, c'est vrai que le tourisme il a mis en question tout ce qu'on avait connu avant de comment faire le tourisme. Pas justement avec les changements climatiques, mais aussi des autres choses qui arrivent et qu'on ne sait pas jamais. Tout à fait. Et puis la Covid a été un moment qui est venu aussi réinterroger comment on accueille, par exemple, comment on organise des activités. D'habitude, en tourisme, souvent, on crée de la relation, on socialise beaucoup. Comment on peut recréer des activités qui vont permettre de générer des connexions, entre guillemets, sans contact ou à distance. On a vu aussi la montée en puissance des solutions numériques. Est-ce que le design thinking peut nous permettre d'imaginer, par exemple, des nouvelles formes de tourisme en ligne ou pourquoi pas dans le métavers, quoi. Et donc, on va se poser la question à chaque fois de comment ça va être reçu, perçu, vécu par les clients usagers et différentes parties prenantes. En effet, c'est vrai que c'est des sujets vraiment actuels et c'est vraiment des questions qu'on se pose souvent parce que malgré le Covid, après, maintenant, l'industrie touristique repart, en effet. Mais c'est vrai qu'on a vraiment voulu chercher un peu de refaire les expériences et on se dit maintenant qu'elle repart, est-ce qu'elle pourrait pas repartir un peu d'un côté plus durable ou d'une façon plus respectueuse des communautés et des écosystèmes. Donc, c'est aussi tout un questionnement qu'on se pose actuellement et c'est vraiment une bonne approche pour savoir... pour s'aider et aiguiller les concertations. Et aussi, je me demandais un petit peu, il y a des principes clés en design thinking, je suppose, pour mettre en pratique l'approche. Et comment est-ce que, du coup, il pourrait être appliqué pour repenser, comme tu dis, les expériences touristiques? Quels sont les principes clés à mettre en route? Comment est-ce qu'on pourrait faire si, par exemple, je suis un hôtelier ou j'ai ma propre activité? Comment est-ce que je pourrais intégrer ça pour essayer de réfléchir justement à intégrer le design thinking et répondre un peu à ces enjeux? Alors, dans les grands principes, on en a mentionné quelques-uns. Le premier, typiquement, c'est l'empathie. Donc, c'est des exercices de décentrement. Comment on peut s'amener soi-même à être un peu plus compétent en empathie? On a des outils, l'utilisation de représentation, des choses aussi simples que l'entrevue. Une entrevue en profondeur, de l'observation directe de ce qui est vécu par un client usager, du dialogue. Donc, on veut caractériser des situations, essayer de mieux comprendre les besoins. On a des outils, persona qui viennent du marketing, carte d'empathie, ce genre de choses. Ça, pour moi, c'est un des premiers grands principes qui nous donne des points de référence aussi, en disant, voilà, j'ai bien caractérisé mon client, je sais qu'il y a un espace de besoin qui n'est pas satisfait, je vais devoir essayer de générer des idées nouvelles pour cela.
Un deuxième principe, je crois, qui était moins évident historiquement dans le design thinking, mais qui apparaît de plus en plus, c'est ce principe de participation. C'est-à-dire de réfléchir de plus en plus les pratiques de design thinking autour du co-design, d'un design inclusif, de se poser la question aussi de l'accessibilité universelle du tourisme, par exemple. Ça peut être lié à des limitations fonctionnelles ou à du tourisme frugal. On a de plus en plus une image un peu tirée par les modèles de l'industrie du luxe en tourisme. Est-ce qu'on peut imaginer un tourisme plus frugal et en même temps, s'il est plus frugal, peut-être plus accessible? Et si oui, sous quelles conditions de satisfaction pour nos usagers clients? Peut-être un dernier principe aussi essentiel, deux autres. Un premier, c'est que je disais tout à l'heure que le design thinking n'est pas magique, mais le design thinking va se nourrir de connaissances. Donc, un des points de départ du design thinking, ça va être de trouver des comparables, de trouver des inspirations, de trouver des exemples. Je vais vous donner l'exemple des aéroports. J'ai eu l'occasion ces dernières années de beaucoup travailler avec le milieu des aéroports. Un des enjeux qu'on peut se poser aujourd'hui dans les aéroports, c'est la question de l'accueil. Si on regarde tous les aéroports du monde, on n'est pas nécessairement des champions de l'accueil. Qui sont les champions de l'accueil? Typiquement l'hôtellerie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'univers de l'hôtellerie, dans l'univers de la restauration? Ça veut dire quoi, accueillir un convive, accueillir un client? Et comment pourrait-on s'inspirer de ça? Donc, d'aller se nourrir de connaissances est essentiel. Et puis, un autre principe essentiel, c'est celui de la remise en question, ou de l'idéation, ou de principe de créativité, ou de différence, en disant voici comment sont les choses, j'accepte qu'elles pourraient être différentes, et puis de me reposer systématiquement la question. Et on peut revenir un peu sur l'exemple que tu avais donné sur les aéroports. Est-ce que tu peux dire exactement, par exemple, comment ils sont faits pour... c'est quoi les résultats finaux qu'ils ont utilisés grâce au design thinking? C'est quoi qu'ils ont trouvé? Juste l'exemple concret. Alors, par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ces univers-là, où on va utiliser, là encore, des exercices de caractérisation des besoins des usagers. On est capable aujourd'hui de définir quelques grandes catégories de voyageurs. Donc, le voyageur business, par exemple, on sait que dans ces espaces de besoins, il veut de la fluidité et puis passer très rapidement la sécurité, puis arriver à un endroit où il peut se poser, travailler tranquillement, etc. Alors, si on prend un autre cas de figure qui serait un passager qui voyage rarement, puis qui a économisé pour se faire un voyage cette année, l'aéroport est en lui-même une destination. Donc, on va devoir imaginer des parcours d'expérience qui vont être différents pour le voyageur business et pour le voyageur tourisme. Le voyageur tourisme, on va vouloir lui offrir, avant même de passer la sécurité, des espaces d'expérience, des espaces de restauration. De plus en plus, on voit les aéroports faire des partenariats avec les musées, par exemple, ou des galeries d'art. Donc, on veut lui faire vivre une expérience qui est quasiment déjà une expérience culturelle. Alors que le voyageur business, lui, il veut que ça aille vite, il veut que ça soit simple, il ne veut pas être dérangé. Donc, on va essayer aussi d'apporter des réponses spécifiques aux besoins spécifiques de nos catégories de clients. Et là, design thinking permet d'avoir des analyses, une compréhension à granularité plus fine des espaces de besoin. Et est-ce que par hasard, tu aurais un exemple aussi concret comme ça qui a été utilisé dans le domaine touristique, mais pour répondre plutôt à des enjeux d'ordre sociétal ou environnementaux? On peut aussi souligner que les secteurs aujourd'hui où on voit le design thinking, le co-design gagner de plus en plus de traction sont par exemple le milieu de la santé, où on essaie de se positionner un peu plus dans les chaussures du patient, de comprendre ce que c'est qu'une expérience de traverser un hôpital ou d'avoir des soucis de santé. Mais on va retrouver ça aussi beaucoup dans le milieu d'innovation sociale. En innovation sociale, quelle est la place, la visibilité qu'on peut donner, par exemple, des besoins d'un itinérant dans le centre-sud de Montréal, par exemple. Donc ça, c'est des exercices qui se font aujourd'hui. Essayez non pas de juger par le haut, de façon un peu, des fois, arrogante, en disant cette personne a réagi de telle façon parce que, mais essayez plutôt au contraire de se mettre dans ses chaussures, de dire comment on pourrait aider, accompagner. Par exemple, il y a un exercice en cours en ce moment sur comment on peut faire en sorte que les itinérants comprennent où sont les espaces de ressources, que ça soit un hébergement, que ça soit un CLSC, un lieu de santé, dans leur environnement immédiat. Donc il y a un travail aujourd'hui de fond aussi, au-delà de la démocratisation, qui amène à réfléchir le design de façon plus inclusive.
Et aujourd'hui, effectivement, les besoins des communautés doivent être intégrés dans ces démarches-là. Du coup, tu dirais que c'est une démarche qui est un petit peu bottom-up au final que up-down. Plus en plus. Et dans la pratique du co-design en particulier, on va avoir de plus en plus d'ambitions émancipatoires. C'est-à-dire donner les clés aux usagers, aux citoyens, aux parties prenantes sur des possibilités d'améliorer, de transformer, de changer les produits, les services, les expériences qui leur sont proposées, quoi. Donc cette idée de la prise en main aussi de la méthode par les clients usagers, par les parties prenantes est aujourd'hui très puissante. Pour revenir un peu à ce qu'on parlait, quels sont les futurs développements ou tendances émergents que tu vois dans l'application de design thinking, peut-être au tourisme? Alors, dans ces grandes tendances, là, je crois qu'effectivement, la perspective du co-design, de donner la place au client usager, de donner la place au touriste lui-même, avant l'expérience qu'il veut vivre, pendant, après, de lui donner une voix, de reposer la question de la qualité du service, la forme du service qui est proposé avec les usagers clients est une tendance lourde. Premier point. Deuxième point, l'inclusion des parties prenantes locales me paraît aujourd'hui incontournable. Donc qu'on parle de commerçants, qu'on parle de citoyens, qu'on parle des résidents aussi, parce qu'on vit aujourd'hui dans de nombreux sites des situations de surtourisme. Donc de poser la question aux résidents de ce que serait pour eux une expérience de tourisme subie, entre guillemets, mais qui demeurerait malgré tout acceptable. Donc on peut aussi poser ce genre de questions. Ça peut être sur des choses très simples comme la visibilité des touristes, l'accessibilité à différentes zones, par exemple. Donc là, il y a un travail qui peut être extrêmement intéressant sur la modération, je dirais, du surtourisme. Et puis la dernière tendance, c'est celle pour moi sur laquelle vous travaillez, c'est-à-dire de plus en plus de poser la question de la durabilité des pratiques touristiques en reposant la question pas uniquement des effets du produit, du service, des activités, des expériences sur les touristes eux-mêmes, mais de poser la question des effets impacts sur l'environnement naturel, sur les sites patrimoniaux, sur le vivant, par exemple, quoi. Donc on doit de plus en plus aujourd'hui considérer que le vivant, la nature, la planète devraient être quasiment une partie prenante à part entière dans ces démarches de reconception, je dirais, du tourisme. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et aussi, je me demandais, est-ce que tu penses que même le design thinking, il pourrait permettre peut-être de même régénérer, en fait, de réparer un petit peu les torts qu'on a causés justement à la Terre, à la planète, aux écosystèmes, même aux communautés, comme tu disais, qui des fois souffrent en fait de ce tourisme. Est-ce que tu penses qu'une des finalités pourrait être justement de réparer ces torts, de régénérer, comme on dit? Vous l'aurez compris, là, j'aime beaucoup cette perspective, à la fois parce que je pense qu'elle est saine, d'une part, mais aussi d'autre part parce qu'elle nous pose des défis originaux qui vont supposer justement d'aller réfléchir de façon beaucoup plus créative et de le faire ensemble. Donc effectivement, comment repenser une expérience touristique pour qu'on ne soit pas uniquement en train de dire je suis en train de compenser mon empreinte carbone parce que j'ai pris l'avion, mais une fois que je suis sur place, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que à travers mon activité, mon expérience touristique, je peux découvrir autrement une culture, m'engager dans des activités de support, avoir, je ne sais pas, des corvées dans l'espace naturel de nettoyage ou de plantation ou autre. Et je pense que là, il y a un travail créatif qui est tout à fait passionnant à développer aujourd'hui, puis qui présente, on le sait, un très fort potentiel. Je veux juste surligner une chose que j'ai aussi, ça me revient à la tête, et justement par rapport à ce que tous nous en parlent souvent, et c'est échouer rapidement et pour réussir plus tôt. Et je pense que dans notre génération, c'est un sujet qui, on n'est pas parfait. Donc c'est un sujet qui vient toujours à la table et qu'on doit décortiquer et bien comprendre qu'il faut juste s'élancer, essayer. Oui, et puis ça, on évoquait tout à l'heure les grands principes ou les piliers du design thinking, mais c'en est un là qu'on n'a pas mentionné. Bien sûr, l'empathie, la créativité, mais il y a aussi une logique intrinsèque à la démarche qui est celle du passage à l'action. Donc de l'expérimentation. C'est-à-dire si j'ai une idée dans votre tête ou sur papier, elle fonctionne toujours. Donc quand on a des idées en design thinking, l'étape suivante, c'est le prototypage, c'est l'expérimentation, mais en gardant en tête que ça ne sera jamais absolu.
Donc on est dans des logiques d'approche qui sont par essai-erreur, mais si on a une idée qui semble tenir la route sur papier, la première chose à faire, c'est ensuite d'essayer de la mettre à l'épreuve, essayer de la concrétiser, essayer de la faire vivre. Ça peut être par des scénarios, ça peut être par de la matérialisation. Il y a plein de façons de prototyper, même des expériences. Et dans cette logique-là, l'idée, c'est de continuer d'apprendre. Donc si on a une expérimentation qui fonctionne, c'est bien, mais on doit être amené assez rapidement à se reposer la question, comment on pourrait faire mieux, comment on pourrait faire autrement, plus impactant. Donc en gros, ça consiste à faire un peu de l'amélioration continue tout le temps avec la même idée. L'amélioration continue, collective, et puis on l'espère tirée par des bonnes valeurs, cette question de l'impact positif sur les communautés, de l'impact positif sur l'environnement. Avec cette idée, j'aime bien cette idée qui est toujours de dire mais quelle différence on va faire dans la vie des gens. Puis dans la vie des gens, ça peut être aussi dans la vie des gens à long terme, des nouvelles générations et puis du maintien des espaces naturels. Grâce à toutes les connaissances que tu as construites pendant toute ta vie, je pourrais te demander quels conseils donnerais-tu aux professionnels du tourisme qui souhaitent intégrer le design thinking dans son démarche de leur pratique pour améliorer le tourisme actuel? Alors, en trois termes. Informez-vous, puis ce qu'on fait aujourd'hui, pour moi, fait œuvre utile. C'est-à-dire, on sait que cette méthode, c'est une méthode d'innovation impactante et prouvée depuis 25 ans. Donc, allez voir, posez-vous la question de ce que c'est que cette méthode. Deuxième point, formez-vous. C'est-à-dire, cette méthode, il ne s'agit pas juste de la regarder, mais d'aller chercher les outils, de jouer avec, de les mettre à l'épreuve. Et puis, troisième point, ne le faites surtout pas seul. Faites-le avec vos clients usagers, faites-le avec les parties prenantes. Et c'est de cette façon-là qu'on fait du design thinking une démarche collective, en logique de co-design, une démarche collective d'amélioration et de transformation. Pour du coup appliquer ces principes et s'informer, mais être sûr que la source soit fiable, est-ce que tu as des endroits peut-être où on pourrait les rediriger ? Évidemment, il y a des très bons cours à HEC Montréal. Non, plus sérieusement, sur Design Thinking, là, depuis une dizaine d'années, là, les ressources sont extrêmement nombreuses. On pourrait en mentionner quelques-unes, on pourrait partager de longues bibliographies, mais la première recommandation, ce serait aller passer un petit peu de temps sur YouTube. Puis allez chercher Design Thinking, vous allez trouver des ressources en 5 minutes, 10 minutes, 1h30, là. Mais commencez à être curieux. Et puis après, effectivement, il y a quelques ouvrages de base qui sont assez efficaces. L'une des compagnies de services conseil qui a fait pendant longtemps la promotion du Design Thinking, très connue, la compagnie IDEO de Palo Alto en Californie, collaboratrice de l'université Stanford, publie depuis une quinzaine d'années des cahiers de méthodologie, par exemple, qui sont gratuits, très accessibles. Il existe aussi un Design Thinking for Dummies, qui est plutôt bien fait, par exemple, qui peut être un très bon point de départ. Super, on les mettra dans les liens de la description, comme ça vous pourrez aussi y avoir accès et puis vous informer davantage sur cette approche. Et une des dernières questions, pour un peu fermer la boucle, on a l'habitude de poser celle-ci, c'est qu'est-ce que tu souhaites au final que l'audience retienne de notre conversation aujourd'hui ? Quel message t'aimerais leur passer par rapport au design thinking ? Alors en quelques mots, on se fait beaucoup dire depuis quelques années qu'il faut innover. On ne peut pas ne pas innover. Mais l'innovation, parce qu'il faut s'adapter, parce qu'on est confronté à des grands défis, des grands enjeux. Mais une fois qu'on a dit ça, on a souvent l'impression qu'il faudrait une baguette magique et que ce terme-là, finalement, fait un peu peur. Cette idée d'innovation fait un peu peur. Donc mon message, c'est qu'il existe des méthodologies, des outils qui sont relativement simples, qui sont pleins de bon sens, qui sont accessibles, qui sont facilement manipulables. Donc le message, ce serait à nouveau informez-vous, formez-vous, puis lancez-vous à l'action. On te remercie aujourd'hui pour être avec nous et merci beaucoup pour toutes les connaissances que nous, étant aussi écouteurs, mais aussi toute l'audience peut retenir de toute cette méthodologie justement pour, et entre tous, créer un nouvel champ d'action sur le tourisme. Fantastique et merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et à tantôt.